Lecture de Tristan et Iseult, chapitre 7. Le nain Froissin. Les barons Félons insistent auprès du roi Marc. Son neveu Tristan aime Iseult et tout le monde est au courant. Pressé par eux, le roi Marc se résout à écouter une nouvelle fois le nain Froissin, c'est-à-dire que il fait rappeler le nain Froissin qui, je le rappelle, était parti très loin, hein, dans le pays de Galles, en Angleterre, pour échapper à la colère du roi Marc, hein, qui croyait Tristan et Iseult innocents. Mais le roi Marc, à force d'écouter ses barons, euh, se remet à avoir des doutes sur Tristan et Iseult et rappelle le nain Froissin. Le nain Froissin se présente devant lui et lui dit « Sire, commande à ton neveu que demain, dès l'aube, au galop, il chevauche vers Carduel pour porter au roi Arthur un bref sur parchemin, c'est-à-dire une lettre. Un bref, c'est un court message, bien scellé de cire, puisque on fermait les lettres avec de la cire qu'on faisait fondre. Roi, Tristan couche près de ton lit. Sors de ta chambre à l'heure du premier sommeil, et je te le jure, par Dieu et par la loi de Rome, s'il aime Iseult d'un fol amour, il voudra venir lui parler avant son départ. Mais s'il y vient sans que je le sache et sans que tu le voies, alors tue-moi. Pour le reste, laisse-moi mener l'aventure à ma guise, et garde-toi seulement de parler à Tristan de ce message avant l'heure du coucher. Oui, répondit Marc, qu'il en soit fait ainsi. Alors, le nain fit une laide félonie. Une félonie, c'est une mauvaise action. Il entra chez un boulanger et lui prit pour 4 deniers de fleurs de farine qu'il cacha dans le giron de sa robe. Ah! Qui se fût jamais avisé de telles traîtrises? La nuit venue, quand le roi eut pris son repas et que les hommes furent endormis par la vaste salle voisine de sa chambre, Tristan s'en vint, comme il avait coutume, au coucher du roi Marc, puisque, à l'époque, tous les nobles qui entouraient le roi venaient assister à son coucher. Beau neveu, faites ma volonté, vous chevaucherez vers le roi Arthur jusqu'à Carduel, et vous lui ferez déplier ce bref. Saluez-le de ma part et ne séjournez qu'1 jour auprès de lui. Roi, je le porterai demain. Oui, demain, avant que le jour se lève. Voilà Tristan, grand émoi, c'est-à-dire que Tristan est dans tous ses états. De son lit, au lit du roi Marc, il y avait bien la longueur d'une lance. Un désir furieux le prit de parler à la reine, et il se promit en son cœur que vers l'aube, si Marc dormait, il se rapprocherait d'elle. Ah Dieu, la folle pensée! En fait, les plus proches barons dormaient dans la même chambre que le roi et son épouse. C'est pour ça que on dit que le lit de Tristan est éloigné de la longueur d'une lance de celui du roi, c'est-à-dire que il n'est pas très loin. Le nain couchait, comme il en avait coutume, dans la chambre du roi. Quand il crut que tous dormaient, il se leva et répandit entre le lit de Tristan et celui de la reine la fleur de farine. Si l'un des 2 amants allait rejoindre l'autre, la farine garderait la forme de ses pas, mais comme il l'éparpillait, Tristan, qui restait réveillé, le vit. Qu'est-ce à dire? Ce nain n'a pas coutume de me servir pour mon bien, mais il sera déçu, bien fou qu'il lui laisserait prendre l'empreinte de ses pas. À la minuit, le roi se leva et sortit, suivi du nain bossu. Il faisait noir dans la chambre. Ni cierge allumé, un cierge c'est une grande bougie, ni lampe. Tristan se dressa debout sur son lit. Dieu, pourquoi eut-il cette pensée? Il joint les pieds, estime la distance, bondit et retombe sur le lit du roi. Hélas, la veille, dans la forêt, la défense d'un grand sanglier l'avait blessé à la jambe. Et, pour son malheur, la blessure n'était point bandée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bandage autour de la blessure. Dans l'effort de ce bond, elle s'ouvre et saigne. Mais Tristan ne voit pas le sang qui s'écoule et rougit les draps. Et dehors, à la lune, le nain, par son art de sortilège, aperçut que les amants étaient réunis. Il en trembla de joie et dit au roi, « Va, et maintenant si tu ne les surprends pas ensemble, fais-moi pendre. » Ils viennent donc vers la chambre, le roi, le nain et les 4 barons Félons.
mais Tristan les a entendus. Il se relève, s'élance, atteint son lit, hélas, au passage. Le sang a coulé de sa blessure sur la farine. Voici le roi, les barons et le nain qui portent une lumière. Tristan et Iseux feignent de dormir, c'est-à-dire qu'ils font semblant. Ils étaient restés seuls dans la chambre avec Permis. Permis, c'est le nom du chien de Tristan, qui couchait aux pieds de Tristan et ne bougeait pas. Mais le roi voit sur le lit les draps tout vermeils, c'est-à-dire tout rouge. Le vermeil, c'est synonyme de rouge. Et sur le sol, la fleur de farine, trempée de sang frais. Alors les 4 barons qui haïssaient Tristan pour sa prouesse le maintiennent sur son lit et menacent la reine et la raillent, c'est-à-dire qu'ils se moquent d'elle, la narguent et lui promettent une bonne justice, c'est-à-dire une bonne punition. Ils découvrent la blessure qui saigne. Tristan, dit le roi, nul démenti ne vaudra désormais, c'est-à-dire que vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, je ne vous croirai plus. Vous mourrez demain. Il lui crie. Tristan crie au roi. Accordez-moi merci, Seigneur, au nom du Dieu qui souffrit la passion. Seigneur, pitié pour nous. Seigneur, venge-toi, répondent les barons. Bel oncle, dit Tristan, ce n'est pas pour moi que je vous implore, que m'importe de mourir. Certes, n'était la crainte de vous courroucer, je vendrais cher cet affront aux couards, qui sans votre sauvegarde n'auraient pas osé toucher mon corps de leurs mains. Mais par respect et pour amour de vous, je me livre à votre merci. Faites de moi selon votre plaisir. Me voici, Seigneur, mais pitié pour la reine, ne lui faites rien. Et Tristan s'incline et s'humilie à ses pieds. Pitié pour la reine, car s'il est un homme, en ta maison assez hardi pour soutenir ce mensonge, que je l'ai aimé d'amour coupable, il me trouvera debout devant lui en champ clos. Sire, grâce pour elle, au nom du Seigneur Dieu. Mais les 3 barons l'ont déjà attaché avec des cordes, lui et même la reine. Ah, s'il avait su qu'il ne serait pas admis à prouver son innocence en combat singulier, on l'eût démembré vif avant qu'il eût souffert d'être lié vilainement. C'est-à-dire que Tristan a demandé au roi d'avoir pitié de la reine et, en même temps, il lui a dit « Moi, j'attends votre décision, mais si vous le souhaitez, je veux bien me battre en duel contre un de vos barons pour prouver mon innocence. » C'était ce qu'on appelle le duel judiciaire. C'était lié à la religion. Si quelqu'un voulait prouver son innocence et que quelqu'un l'accusait, eh bien, il pouvait, en duel judiciaire, se battre contre lui et s'il gagnait, ça voulait dire qu'il était innocent parce que s'il gagnait, ça voulait dire que Dieu le protégeait. C'est pour ça que Tristan a accepté qu'on le ligote, lui et la reine. Mais s'il avait su que le roi ne prévoyait pas de le laisser se battre en duel judiciaire, il ne se serait pas laissé ligoter. Or maintenant, malheureusement, il est trop tard. Il est ligoté. Mais il se fiait en Dieu et savait qu'en champ clos nul n'oserait brandir une arme contre lui. Et certes, il se fiait justement en Dieu. Quand il jurait qu'il n'avait jamais aimé la reine d'amour coupable, les félons riaient de l'insolente imposture. Mais je vous rappelle, Seigneur, vous qui savez la vérité du filtre bu sur la mer et qui comprenez, disait-il un mensonge. Ce n'est pas le fait qui prouve le crime, mais le jugement. Les hommes voient le fait, mais Dieu voit les cœurs, et seul il est vrai juge. Il a donc institué que tout homme accusé pourrait soutenir son droit par bataille, et lui-même combat avec l'innocent. C'est pourquoi Tristan réclamait justice et bataille, et se garda de manquer en rien au roi Marc. Mais, s'il avait pu prévoir ce qui advint, il aurait tué les félons. Ah Dieu, pourquoi ne les tua-t-il pas? Alors en fait, ce qui se produit, c'est que, ici, le narrateur dit « Mais je vous appelle, vous qui savez la vérité du filtre bu sur la mer et qui comprenez. » Disait-il mensonge? C'est-à-dire que le narrateur demande aux auditeurs, aux lecteurs, à nous, Tristan disait-il vraiment un mensonge en disant qu'il n'avait jamais aimé Iseux d'un amour coupable? Eh bien, non, ce n'est pas un mensonge, puisque c'est à cause du filtre qu'il est tombé amoureux d'elle, donc il n'est pas totalement responsable.